Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors les amis, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va étudier la structure histologique de l'organe de l'audition. L'oreille est l'organe de l'audition et de l'équilibration. C'est un organe de sens secondaire pour l'audition. L'oreille recueille et transmet mécaniquement et traduit en influx nerveux les vibrations de l'air ambiant. Donc, c'est un phonorécepteur extérocepteur. À cette fonction correspond la branche cochléaire de nerf auditif. L'oreille comprend trois parties: l'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. Pour l'oreille externe, elle capte les sons et les conduit jusqu'au tympan. Donc, elle comporte le pavillon, le conduit auditif externe et elle se termine au tympan. L'oreille moyenne assure la transmission et l'amplification des vibrations sonores. Elle correspond à la caisse du tympan, qui est une cavité osseuse remplie d'air et qui se poursuit en bas et en dedans par la trompe d'Eustache qui s'ouvre dans le pharynx. La fonction de la trompe d'Eustache est d'équilibrer la pression de l'air à l'intérieur de la caisse du tympan. L'oreille moyenne renferme une chaîne de trois osselets. De dehors en dedans, on a le marteau, l'enclume et l'étrier. La chaîne des osselets est maintenue par leurs muscles et leurs ligaments. La paroi interne de la caisse du tympan est percée de deux orifices obturés par une fine membrane. Ces orifices mettent l'oreille moyenne en contact avec l'oreille interne, qui sont appelées la fenêtre ovale et la fenêtre ronde. Une plaque osseuse de l'étrier, appelée la platine, est plaquée contre la fenêtre ovale. L'oreille interne contient les récepteurs sensoriels de l'audition et de l'équilibration. Elle est située dans une cavité osseuse de forme complexe appelée le labyrinthe osseux. Ce dernier renferme une structure épithélio-conjonctive appelée le labyrinthe membraneux. Contrairement à l'oreille moyenne de contenu aérien, les structures de l'oreille interne ont un contenu liquidien, où le labyrinthe membraneux renferme un liquide nommé l'endolymphe. Et dans sa plus grande partie, le labyrinthe membraneux est séparé du labyrinthe osseux par des espaces remplis d'un liquide de composition ionique différente à celle de l'endolymphe. C'est la périlymphe. L'oreille interne comprend deux parties, le vestibule et la cochlée. Le vestibule, que représente l'organe de l'équilibration, ce qu'on a vu dans la conférence précédente. Alors, la cochlée, c'est la partie de l'oreille interne qui joue le rôle de récepteur auditif. Elle est orientée en bas, en avant et en dehors. Maintenant, on va détailler ensemble la structure de la cochlée. Le labyrinthe membraneux dans la cochlée forme le canal cochléaire. Il est situé dans le limaçon osseux qui représente le labyrinthe osseux. Le limaçon décrit deux tours rythmées de spire autour d'un axe osseux conique. C'est un axe conique creux appelé la columelle. Le canal cochléaire est séparé du limaçon par des espaces périlymphatiques appelés la rampe vestibulaire en haut et la rampe tympanique en bas. Donc on répète rapidement. Sur ce schéma, qu'est-ce qu'on a? On a le conduit auditif externe, on a le tympan, font partie à l'oreille externe, puis dans l'oreille moyenne, on a une chaîne des osselets, le marteau, l'enclume, puis l'étrier. Ces trois osselets, avec leurs ligaments et leurs muscles, se situent dans une cavité osseuse appelée la caisse du tympan. Cette dernière se poursuit par la trompe d'Eustache qui s'ouvre dans le pharynx. On note que l'oreille moyenne présente un contenu aérien. La face interne de la caisse du tympan présente deux orifices, la fenêtre ovale et la fenêtre ronde. Ces deux orifices mettent en communication l'oreille moyenne avec l'oreille interne.
ce sont deux orifices fermés par une fine membrane. La platine de l'étrier est plaquée contre la fenêtre ovale. Alors, l'oreille interne est située dans une cavité osseuse de forme complexe appelée le labyrinthe osseux. Ce dernier renferme un labyrinthe membraneux. L'oreille interne comprend deux parties, le vestibule ou l'organe de l'équilibration et la cochlée que représente l'organe de l'audition. Le labyrinthe osseux de la cochlée, appelé le limaçon, décrit 2 tours et demi de spire autour d'un axe conique. Donc, le limaçon osseux décrit 2 tours et demi de spire autour d'un axe conique creux appelé la columelle. Alors, le labyrinthe membraneux dans la cochlée forme un canal appelé le canal cochléaire. Ce dernier est séparé du limaçon par des espaces périlymphatiques qui sont la rampe vestibulaire et la rampe tympanique. La lumière du limaçon de forme ovoïde est partiellement cloisonnée par une lame osseuse appelée la lame spirale. La columelle creuse contient un ganglion où se trouvent les cytones des cellules sensorielles nerveuses, le ganglion spiral ou le ganglion de Corti. Alors, au centre de columelle existe une cavité, la fossette cochléaire, où se rassemblent les fibres nerveuses axoniques des cellules nerveuses sensorielles pour former la branche cochléaire du nerf auditif. Alors, le canal cochléaire, de forme triangulaire, est situé entre la lame spirale et la paroi externe du limaçon et il est séparé en haut de la rampe vestibulaire par une membrane très souple et fine appelée la membrane vestibulaire ou la membrane de Reissner. Alors en bas, le canal cochléaire est séparé de la rampe tympanique par une membrane plus épaisse appelée la membrane basilaire, sur laquelle repose l'organe de Corti. À la base du limaçon, le canal cochléaire communique avec le sacule par un fin canal. Alors, au sommet, le canal cochléaire se termine par un cul-de-sac. Toujours, à la base du limaçon, la rampe vestibulaire est en rapport avec l'oreille moyenne par la fenêtre ovale. La même chose pour la rampe tympanique où elle est en rapport avec l'oreille moyenne par la fenêtre ronde. Au sommet du limaçon, les deux rampes tympanique et vestibulaire se communiquent entre elles par un fin pitrouille, c'est l'hélicotrème. Donc on répète rapidement. Voilà le limaçon que représente le labyrinthe osseux. Il présente une forme ovoïde partiellement cloisonnée par la lame osseuse spirale. Alors au centre, on a la columelle. C'est un axe osseux creux qui renferme le ganglion de Corti ou ganglion spiral dans lequel se trouvent les cytones ou le corps cellulaire des cellules sensorielles nerveuses. Et on a la fossette du cochlée où se rassemblent les axones des cellules nerveuses sensorielles pour former la branche cochléaire du nerf auditif. Au centre du limaçon, le labyrinthe membraneux forme le canal cochléaire. Donc le canal cochléaire, il est de forme triangulaire, situé entre la lame spirale et la paroi externe du limaçon, est séparé de la rampe vestibulaire en haut par la membrane de Reissner ou la membrane vestibulaire et en bas de la rampe tympanique par la membrane basilaire. Sur cette dernière repose l'organe de Corti. Dans le canal cochléaire, on a un liquide appelé l'endolymphe. Alors, dans les deux rampes, vestibulaire et tympanique, on a la périlymphe. Donc, le canal cochléaire, c'est un espace de forme triangulaire à pointe interne et à base externe. La base externe est occupée par le ligament spiral, recouvert par la tache vasculaire et le bourrelet. Et au niveau du sommet interne, on a le lemme spiral. Donc, le canal cochléaire est limité en haut par la membrane de Reissner et en bas par la membrane basilaire. Donc, le ligament spiral, c'est un épaississement de tissu conjonctif fibreux recouvert
par une structure épithéliale particulière appelée la tache vasculaire et par un tissu conjonctif qui forme le bourrelet. La tache vasculaire est un épithélium cubique stratifié et vascularisé. Donc, contrairement aux autres épithéliums avasculaires, la tache vasculaire est le seul épithélium vascularisé dans l'organisme qui participe dans l'élaboration de l'endolymphe. Alors, le bourrelet est un tissu conjonctif vascularisé, tapissé par un épithélium cubique simple, participe dans la résorption de l'endolymphe. Dans la paroi supérieure, on a la membrane de Reissner, très fine et très souple, où elle fait 2 à 3 micromètres d'épaisseur. Elle est recouverte sur ses deux faces par un épithélium pavimenteux simple. La paroi inférieure est constituée par l'extrémité de la lame spirale osseuse sur laquelle repose le limbe spiral et on a ainsi la membrane basilaire. Le limbe, c'est un amas fibroconjonctif qui ferme l'angle interne du canal cochléaire. Il est recouvert par un épithélium prismatique simple. Ce dernier supporte et élabore la membrana tectoria ou la membrane recouvrante. Alors, la membrane recouvrante ou membrana tectoria est une structure translucide, gélatineuse, épaisse et acellulaire. Elle est accrochée à l'épithélium du limbe et elle flotte au-dessus de l'organe de Corti dans l'endolymphe. Donc, elle est constituée essentiellement des fibres de collagène de type 2 et des protéoglycanes. La membrane basilaire est faite d'un tissu conjonctif. Elle est d'épaisseur variable où, au fur et à mesure qu'on approche de la pointe de cochlée, on assiste à une augmentation de son épaisseur, allant de 150 à 450 micromètres. Sa face inférieure, qui borde la rampe tympanique, est recouverte par un épithélium pavimenteux simple. Alors, sur sa face supérieure repose une structure très différenciée qui représente l'organe de l'audition, c'est l'organe de Corti. Sous l'organe de Corti, dans la membrane basilaire, chemine un volumineux capillaire sanguin. L'organe de Corti représente la zone sensorielle auditive. Il est constitué par plusieurs types de cellules épithéliales de soutien et par des cellules sensorielles accessoires. Au tiers médian de l'organe de Corti, on a un espace triangulaire appelé le tunnel de Corti. Ce tunnel est limité de chaque côté par une rangée de cellules de soutien appelées les piliers du tunnel. De part et d'autre du tunnel se trouvent les cellules sensorielles reposant sur des cellules de soutien. Il existe une rangée du côté interne et 3 du côté externe. Du côté externe, les cellules sensorielles reposent sur des cellules de soutien particulières appelées les cellules de Dayters. Toujours du côté externe, il existe des cellules de soutien très hautes dont le pôle apical se raccorde à celui des cellules de Dayters. Ce sont les cellules de Hansen. L'organe de Corti se termine de part et d'autre par les cellules de Clodius. Ces cellules du côté externe sont associées à des cellules cubiques basales, ce sont les cellules de Boucher. Les piliers du tunnel, ce sont des cellules épithéliales très hautes. Leurs pôles apicaux se rejoignent pour former le toit du tunnel où ils sont réunis par des dysmosomes et des jonctions serrées. Le pôle basal est étalé sur la lame basale formant le plancher du tunnel. Il renferme le noyau avec un cytoplasme qui présente un cytosquelette développé. Les cellules de Dayters, ce sont les cellules de soutien des cellules sensorielles externes. Ce sont des cellules prismatiques hautes situées du côté externe du tunnel de Corti. Le pôle apical porte une dépression où vient reposer la cellule sensorielle externe. Le pôle apical se poursuit par une fine expansion rigide qui monte à la surface où elle se termine par une plaque rigide appelée la plaque réticulaire. Les plaques réticulaires des cellules voisines sont raccordées entre elles par des dysmosomes, formant une membrane appelée la membrane réticulaire. Entre les prolongements cytoplasmiques apicaux des cellules de Dayters et les cellules sensorielles externes existe un espace appelé l'espace du Nuel.
On note que dans l'espace dunuel et dans le tunnel de Corti se trouve un liquide de composition ionique différente à celle de l'endolymphe et du périlymphe, appelé la cortilymphe. Du côté interne, les cellules de soutien interne entourent les cellules sensorielles internes jusqu'à leur sommet. Notons qu'il n'existe pas d'espace dunuel dans ce côté. Les cellules de Hensen, ce sont des cellules prismatiques très hautes, présentent un cytoplasme pauvre en organites avec un noyau médian, alors le pôle apical s'ancre à la membrane réticulaire. Les cellules de Bürgscher, ce sont des cellules cubiques basses qui s'insinuent entre les pôles basaux des autres cellules de soutien. Et on a les cellules de Claudius situées à la périphérie de l'organe de Corti de chaque côté, du côté externe et du côté interne. Donc, ce sont des éléments de transition, d'abord prismatiques, puis deviennent progressivement cubiques pour se raccorder à l'épithélium du canal cochléaire. Maintenant, on passe aux cellules sensorielles. On commence par les cellules sensorielles externes, qui sont en nombre de 12 000 à 15 000 cellules, disposées en 3 rangées. Ce sont des cellules prismatiques, logées dans les dépressions apicales des cellules de Deters. Le pôle apical porte environ de 80 stéréocils immobiles, donc on n'a pas de cils vibratiles. Le cytoplasme est pauvre en organites, mais il est riche en glycogène. Le noyau est situé dans le tiers basal de la cellule. Alors ce pôle basal fait synapse avec les dendrites des cellules sensorielles nerveuses principales situées dans le ganglion de Corti. Les cellules sensorielles internes sont moins nombreuses. On a environ de 3000 cellules disposées à une seule rangée. Ce sont des cellules piriformes entourées par les cellules de soutien. Le pôle apical renferme ainsi 80 stéréocils immobiles. On a un cytoplasme plus riche en organites par rapport à celui des cellules externes. Alors, les extrémités dendritiques des cellules sensorielles principales font synapse avec le pôle basal et même avec les faces latérales des cellules sensorielles internes. Toute onde sonore fait vibrer le tympan comme la peau d'un tambour. Son mouvement entraîne le marteau, puis l'enclume et enfin l'étrier. La platine de l'étrier repose sur la fenêtre ovale, ce qui permet de transmettre ces vibrations à la rampe vestibulaire. Du fait de la grande souplesse de la membrane de Reissner, les vibrations du périlymphe de rampe vestibulaire se transmettent à l'endolymphe du canal cochléaire, puis à la membrane basilaire. Alors, la vibration de la rampe vestibulaire passe à la rampe tympanique par l'hélicotrème. Donc, à partir de la rampe tympanique, la vibration atteint également la membrane basilaire. Les stéréocils des cellules sensorielles externes sont mobilisés par les mouvements de la membrane tectoriale, alors ceux des cellules sensorielles internes sont mobilisés par les mouvements de l'endolymphe. Les cils sont accrochés latéralement les uns aux autres par des microfilaments. Donc, l'inclinaison de l'un d'entre eux entraîne les stéréocils voisins. Alors, le déplacement des cils permet l'ouverture de façon purement mécanique d'un canal ionique à l'extrémité du cil. L'endolymphe est particulièrement riche en ions de potassium, donc les échanges de potassium principalement et aussi de calcium à travers de ces canaux ioniques modifient le potentiel de la membrane de la cellule. L'onde de dépolarisation membranaire se propage le long de la membrane plasmique pour aboutir au pôle basal, ce qui permet de transmettre la stimulation aux cellules nerveuses sensorielles principales. Les axones de ces neurones sortent par la fossette cochléaire et empruntent la branche cochléaire du nerf auditif jusqu'au bulbe rachidien, puis gagnent le cortex temporal après un trajet complexe. Dans la prochaine vidéo, on va voir ensemble la structure histologique de l'organe de la vision. Alors les amis, on est arrivé à la fin de notre vidéo. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine vidéo.